Je pense qu'on sait toujours pas. Je pense qu'on sait toujours pas. Tu te dis que le niveau il est quelque part entre les deux, mais enfin la fourchette est quand même large. C'est une fourche, hein. C'est Oui. un Ouais, tractopelle même. c'est un tractopelle à ce niveau-là, oui, tout à fait. Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme toutes les semaines en ce début de semaine pour parler aujourd'hui du débriefing de cette 5e semaine de NFL. On parlera évidemment des matchs des deux équipes encore invaincues, les 49ers de San Francisco et les Eagles de Philadelphie, mais aussi du match à Londres avec les Jacksonville Jaguars qui ont battu les Bills de Buffalo, les problèmes des Patriots et aussi cette étonnante équipe de Détroit qui semble enfin lancer vers une jolie saison. Pour m'accompagner, mon équipe du lundi avec le rookie de la saison, c'est Arthur. Salut Arthur, comment vas-tu? Salut Flav, salut Yaya, salut Seb, salut à tous. L'autre rookie, sauf que lui on l'a recruté, il avait déjà 40 ans parce qu'il a redoublé 20 fois, c'est Seb. Comment ça va mon Seb? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous les Free Agents qui ont signé des gros contrats bien juteux. Oui, mais je suis un rookie, mais je suis votre Brock Purdy, je suis le rookie qui joue comme les vétérans. C'est ça, tout à fait. Et celui qui est un vrai vétéran, c'est mon Yaya. Comment ça va mon Yaya? Salut Flav, salut à tous les agents libres, également ceux qui nous ont rejoints, salut Arthur. Vétéran, je suis sophomore, donc est-ce que c'est un vétéran sophomore? T'es surtout souffre-douleur plus que souffre-mort. Oh non, mais t'acharnes pas, Flav, c'est déjà pas facile pour lui en ce moment. C'est vrai. On a dit, on n'attaque pas les fans des Giants. C'est une cible trop facile. On commence, les amis, par les deux équipes encore invaincues et par ceux qui ont brillé pendant le Sunday Night Football. C'était cette nuit un match tellement attendu entre les 49ers et les Cowboys de Dallas qui a un peu accouché d'une souris. Ou plutôt d'un Purdy, puisque les 49ers ont une nouvelle fois brillé et ont éclaté les Cowboys 42-10. Il n'y a pas eu de détails de fait cette fois. Les superlatifs commencent à nous manquer pour les 49ers. Ils sont à 5-0. Là, ils viennent de battre dans les grandes largeurs une équipe qui, allez, on va la classer top 5 de la NFC. On va tous à peu près être d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui va pouvoir faire que cette équipe de San Francisco perde, Seb? Eh bien, figure-toi que je suis en train de me poser la même question. Mon cœur de fan explose de joie de semaine en semaine, en particulier cette nuit, puisque pour un fan des 49ers, et quand on connaît l'historique entre les deux clubs, c'est toujours un plaisir de mettre un bon gros taquet aux Cowboys de Dallas. Qui les arrêtera? Mais, alors vois-tu, tu vois, moi dans les notes que j'ai prises, c'est la première phrase que j'ai écrit. J'ai écrit qui les arrêtera après cette démonstration de force, parce qu'ils viennent quand même de rooster l'équipe qui est numéro 2 de la NFC Est, qui était à un match de Philadelphie avant hier soir, et qui est une équipe qui est appelée à jouer les premiers rôles. Alors, je dis pas que cette défaite, ça remet complètement en jeu la saison de Dallas, hein, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on a vu qu'il y avait un écart conséquent entre les deux clubs. Et lors de la conférence de presse, les Cowboys, et en particulier Dak Prescott, n'ont pas essayé de se cacher derrière leurs petits doigts. Dak Prescott a dit c'est comme si j'avais pris un coup de poing En pleine en face. pleine figure. Voilà, en pleine face, c'est très exactement ce qu'il a dit. Donc, Il a été cette équipe, un peu plus grossier que ça, mais nous sommes tout des à gens fait. châtiés. Nous sommes à l'antenne et le patron va me faire des gros yeux si jamais je me lâche. Pour rappel, la double prime. Mais voilà, on peut. Et je pense qu'il y a une chose, en revanche, avec laquelle il va falloir arrêter, c'est la storyline qui consiste à dire que Brock Purdy, c'est un outsider, c'est le petit gars qui sort de sa campagne et qui est monté à la ville. C'est terminé après hier soir. 17 sur 24, 252 yards, 4 touchdowns, 144,4 de rating. 10e victoire de suite, 15e pour la franchise.
Toujours pas une interception cette saison. Toujours pas une interception et 10 victoires de suite, c'est la première fois pour un QB depuis 1950. Donc je pense qu'il faut arrêter de dire que stop, c'est le petit jeune qui débute et qui a du bol. Il fera un mauvais match, ça va arriver parce que tout le monde a une mauvaise journée au boulot, mais je pense qu'il est temps de le voir pour ce qu'il est. C'est lui le patron de cette attaque. Arthur, on disait beaucoup de ces 49ers qu'il suffirait, ou presque, de bloquer Christian McCaffrey pour pouvoir limiter leur potentiel offensif. Hier, Christian McCaffrey, c'est si on prend yards au-delà de la ligne de scrimmage, 78 yards. Certes, son touchdown, parce que bon, faut bien qu'il en mette un tous les matchs, donc bon, il l'a mis quand même, mais seulement, si j'ose dire, 78 yards. Même Jordan Mason, avec ses 69 yards, a plus couru que Christian McCaffrey. Les Cowboys ont plutôt bien tenu McCaffrey. Alors, ils y sont allés très physiquement, hein, rien que sur le premier jeu du match, c'est un face mask absolument ignoble. Il se fait arracher la tête, le pauvre Christian McCaffrey. Donc voilà, le joueur le relâche pas, hein, clairement, il lui arrache le casque. Même si quand on arrive à contrôler Christian McCaffrey, les 49ers s'en plantent 42, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ces 49ers? C'est une très bonne question. On a l'impression qu'ils sont instoppables. Match après match, on se demande ce qui va les arrêter. Match après match, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de choses qui les arrêtent. Sur Christian McCaffrey, on disait que oui, si on stoppait, l'attaque allait prendre cher. Ils en ont mis 42. Ils l'ont limité à quelques yards et Brock Purdy a pris la relève. 252 yards, 4 touchdowns. Et comme l'a dit Seb, 144.4 de rating, c'est quand même incroyable. Oui, c'est clairement impressionnant. Yaya, tu veux ajouter un truc sur les 49ers? Sinon, j'ai une question sur les Cowboys pour toi. Alors, sur les Niners, tout roule. Ils roulent sur tout le monde. Rien à dire. Donc, bon, sur les Cowboys, Dak Prescott, on en fait quoi? Est-ce que c'est l'avenir de la franchise ou est-ce qu'il faut passer à autre chose pour les Cowboys? Ouais, tu veux prendre qui pour l'instant? Tu un quarterback? Personne. Hein. Non, mais en fait, le problème de réagir dans l'instant, c'est que qu'est-ce que tu fais? Ok, tu le sors. Il a toujours un gros contrat, tu peux pas le trader. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout de ton contrat. Je sais pas combien il reste. Il a un contrat. Si je dis pas de bêtises, je vais pas revérifier, mais je crois que c'est 2025. Mais il a une porte de sortie à la fin de la saison. Il y a une possibilité, tu sais, d'années supplémentaires, etc., etc. Ouais. Il y a une porte de sortie qui leur coûterait, si je dis pas de bêtises, hein, c'est possible que j'en dise une, pas trop cher à la fin de la saison qui arrive. Je rappelle juste les stats pour mettre en perspective. Dak Prescott hier soir, c'est 14 sur 24, 153 yards, un touchdown, 3 interceptions et un rating de 51.6. Oui, mais c'est pas le problème. Attention à la tyrannie de l'instant. Je donne juste ces stats du match. Oui. Non, mais je dis rien. Je dis juste dans l'analyse. C'est un très bon. C'est un des meilleurs quarterbacks de la ligue en termes de gestion. Effectivement, quand il faut passer le cap supérieur, c'est pas le game changer. Après, tu sais toujours ce que tu perds, mais tu sais jamais ce que tu gagnes. Si c'est pour prendre, je sais pas moi, mais un jeu, par exemple, ou un Kirk Cousins, je suis pas sûr que tu sois mieux. Certes. Donc, la question, elle est légitime de se poser au lendemain d'un poutrage en règle. Bah non, elle est légitime de la poser après des années où tu as l'impression que Dak Prescott, il a atteint un espèce de plafond de verre, où tu te dis, est-ce que les Cowboys vont pouvoir aller plus haut, quoi? Oui, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est que le quarterback? Ah non, bien sûr que non. Non. Voilà. Je rappelle qu'il y a quand même une défense qui prenait, du côté de Dallas, qui prenait 10 points par match jusque-là, qui s'est fait décapsuler. Oui. Donc tout mettre sur le dos de ce pauvre Dak Prescott, je trouve que c'est beaucoup. Il a eu une très très sale journée
au boulot. Pareil, il faut rappeler tout de même qu'avant d'arriver dans ce match, je crois qu'il avait lancé une seule interception. Une seule interception, il était à 71% de passes complétées. Alors, je vais pas me faire des amis, mais nos amis des Cowboys, ils ont joué quelles attaques en face? Quelle défense, tu veux dire? Non, la défense de Dallas. Ah d'accord, je crois que tu parlais encore de Dak Prescott et des défenses adverses. Ouais, parce que je suis désolé, mais les deux équipes de New York, les Patriots. Les Patriots, bah voilà leur victoire, quoi. Et la seule opposition, c'est les Cardinals, quoi. Et ils ont perdu. Mais on se posait depuis le début de la saison la question du niveau réel des Cowboys. Et tu te demandes comment est-ce qu'une équipe qui poutre les Giants en première semaine peut perdre contre les Cardinals 2 semaines plus tard. Peut-être que la question, elle est toujours d'actualité. Hein. Oui, les Giants, ils sont tellement nuls. Enfin, je sais de quoi je parle. Non, je suis d'accord, mais on parle de la journée 1. On parle de la journée 1. Tu t'attendais quand même pas, ni toi ni moi, à ce que les Giants prennent 40 points et en marquent pas un contre Dallas. Non, mais je suis d'accord. Je rappelle que Yaya est fan des Giants, hein, donc les fans des Giants, ne tombez pas sur le dos, c'est un des vôtres qui vient de dire ça. Ah, mais le premier qui me dit que c'est une bonne équipe, franchement, je lui demande sa drogue. Hein. Enfin bref, on n'est pas là pour en parler. Non. Et là, il y a un power ranking qui est sorti, on est 32e, sérieux. Même dans les pires. Enfin bref, on n'est pas là pour en parler. T'énerve pas mon Yaya, je sens que tu t'énerves. Arrête, t'énerve pas. J'avais pas mis les Giants au programme exprès pour pas qu'on ait un Yaya chafouin. Voilà, on va respecter. C'est réussi. Voilà, on va respecter le pitch. Donc voilà, mais la question est toujours la même pour les Cowboys. C'est en fait, ils situent où leur vrai niveau? C'est les 35 points qui se prennent hier contre les 49ers, c'est les 40 points qu'ils mettent aux Giants. On sait toujours pas en fait. Je pense qu'on sait toujours pas. Je pense qu'on sait toujours pas. Tu te dis que le niveau il est quelque part entre les deux, mais enfin la fourchette est quand même large. C'est une fourche. Hein. C'est un tractopelle même. C'est un tractopelle à ce niveau-là, oui, tout à fait. C'est plus une fourchette. On passe à l'autre équipe de NFC Est qui est toujours, elle aussi, invaincue, les Eagles de Philadelphie, qui ont gagné dans leur plus pur style, si j'ose dire, depuis le début de la saison. Pragmatique, efficace. Les Eagles de Philadelphie, bons en attaque, très bons en défense, notamment dans la deuxième mi-temps, où ils n'ont pas pris un seul point. J'ai envie de dire une journée au travail, comme toutes les semaines pour les Eagles, Arthur. Oui, franchement, le match, bon, j'ai envie de dire, ça avait mal commencé entre guillemets, parce que bon, il maîtrisait quand même, mais oui, une journée normale face aux Rams qui était un petit peu comme ci comme ça, avec Matthew Stafford qui n'était pas excellent. Je sais que je vais faire plaisir à Yaya en disant ça. Mais sinon, il a son niveau quand même. Comment? Il a son niveau. Ils vont en remettre une contre Stafford, ça va repartir. Non, on va rester calme. Mais un match qui était pour un match classique, je veux dire, des Eagles. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et ils l'ont fait. On a quand même eu le retour de Cooper Kupp dans ce match-là. Ça nous fait plaisir de voir Cooper Kupp chez les Rams. Une bonne rentrée en plus, 8 réceptions, 118 yards, c'est plutôt pas mal pour un premier match, Seb. Oui, c'est une bonne rentrée, en particulier en première mi-temps. En première mi-temps, il prend 6 réceptions, 75 yards, il marque. Et du coup, tu te dis que, alors même si c'est en deuxième mi-temps, Philadelphia a resserré les boulons, tu te dis que c'est quand même de bon augure pour la suite, ce duo Puka Nacua, Cooper Kupp, qui pourrait faire du mal à pas mal de défense aérienne. Oui, en plus, Puka Nacua, il n'était pas dans son plus gros match de sa carrière, avec 7 réceptions et 71 yards, mais justement, Cooper Kupp était là pour je cherche une expression, pour redresser la barre. Voilà. Oui, mais c'est un peu normal, mon cher ami. Normalement, il est deux. Ouais.
Oui. Comment? Il n'y a qu'un seul ballon sur le terrain, donc tu es obligé de partager et donner la balle à ton receveur Oui, et puis numéro 1. le receveur 1, ça reste quand même Cooper Kupp, quoi. Oui, vous voyez, pour un retour de blessure, c'est son premier match de l'année. Oui. Depuis même, Ouais, même la fin de Puis un saison bail, ouais. dernière avait été amputé de sa blessure. Ouais, donc voilà, donc franchement, rentrée des classes, le match était bien. Il a repris son rôle de receveur numéro 1. Il n'a pas été, on va dire, incroyable, mais il a fait ce qu'on attendait de lui. Il y a même sentiment sur les Eagles, ils ont fait ce qui était attendu d'eux, très bon. Oui, tout à fait, mais l'impression visuelle n'est pas la même du tout que les Niners. On sent qu'ils n'ont pas la même marge. Alors peut-être que ça vient aussi des adversaires, mais ils n'ont pas l'effet rouleau compresseur qu'ils avaient l'année dernière, le côté invincible. Peut-être que c'est dû au match de la semaine dernière face aux Commanders, mais ils n'ont pas ce côté ultra dominateur. J'avais parlé, Jalen Hurst fait ses matchs, fait des gros matchs, et on n'a pas l'impression. Donc voilà, après. Par contre, les Buccaneers, pour compléter ce que tu dis, par contre, les Buccaneers, ils n'ont jamais gagné de plus de 10 points cette saison. 5 points contre les Patriots, 6 points contre les Vikings, 3 contre les Commanders et 9 hier contre les Rams. Donc c'est ça, c'est du pragmatisme et du réalisme. Excuse-moi, tu viens de dire les Buccaneers. Oui. Oui, mais non, on parlait des Eagles. Oui, ils ont battu les Buccaneers. Oui. Parce que je dis, à part contre les Buccaneers, où Ah, ils ont d'accord, gagné ok. de 14 points, sinon c'est toujours de moins de 10 points. C'est bien ce que j'ai dit. Hein. D'accord. Oui, excuse-moi, j'ai pas compris le début. Okay. Donc ils ont cette ligne de conduite où ils vont gagner on va dire entre 3 et 7 points, mais ça gagne tout le temps, quoi. Toutes les semaines ça gagne. La semaine prochaine c'est contre les Jets de New York, avant un match particulièrement attendu contre les Dolphins de Miami en semaine 7. Ça va être sympathique, hein, cette petite semaine 7 entre les Dolphins et les Eagles. On passe à une autre équipe qui a plutôt bien marché hier, c'est les Lions de Détroit. Les Lions de Détroit qui sont assez solidement installés. Alors à l'heure d'enregistrement du podcast, on n'a pas le résultat des Packers de Green Bay qui jouent lundi soir contre les Raiders. Mais les Lions de Détroit ont fait le travail. Ils se sont bien installés en tête de leur division NFC Nord. Une victoire 42-24 sur les Panthers qui malheureusement cette année éprouvent les plus grosses difficultés du monde. Yaya, ça te semble un match plutôt abouti des Lions? Oui, c'est une équipe qui est en phase ascendante depuis 2 ans maintenant, avec un gros pic l'année dernière. Ils ont commencé à faire une montée en température et cette année, ils prolongent l'embellie. Après, en face, c'est tellement faible que qu'est-ce que tu peux tirer d'un match comme ça? C'est les matchs à gagner. Les Lions, les matchs à gagner, des fois, ils les perdent. Bon, on va voir comment ça va continuer par la suite. Et pour moi, c'est juste un match à gagner. Là, ils sont complets. On pense. Petite mention quand même pour Jared Goff, qui était comment dire, un petit peu raillé sur toute la ligue depuis sa période de Rams, où on disait que c'était le chaînon manquant. Effectivement, quand il y a eu le trade avec Matthew Stafford, Stafford a réussi à passer avec une équipe qui était bien mieux construite, et le début aux Lions était très compliqué, et puis il s'est acclimaté petit à petit. Toute l'équipe est montée en pression, et je trouve que c'est un petit peu l'homme, la phase de la franchise, c'est-à-dire depuis qu'il commence à performer, bizarrement, les Lions performent. Donc je voulais mettre en lumière Jared Goff, et après il est toujours bien entouré. Voilà, tout roule du côté des Lions, mais après vigilance quand même. Arthur, ils n'avaient pas hier Amon-Ra St. Brown, leur receveur numéro 1. Ils n'avaient pas Jahmyr Gibbs, aussi le jeune running back qu'ils ont drafté cette année. 2 absents majeurs dans l'attaque des
des Lions, c'est pourtant quand même 42 points inscrits, certes, contre la défense des Panthers, mais tout de même 42 points inscrits, c'est plutôt encourageant pour la suite de la saison. Non, oui, c'est sûr que c'est encourageant, mais comme l'a dit Yaya, c'était un match à gagner. Et les Panthers, ils sont pas vraiment dans leur saison. Là, c'est très compliqué. Il faut leur attendre un petit peu, mais il faudra voir, surtout pour les Lions, s'ils arrivent à confirmer face aux Buccaneers la semaine prochaine, enfin cette semaine, et face aux Ravens la semaine d'après. Ça va être intéressant, je trouve. Petite info en provenance des Lions d'ailleurs, le cornerback Mosley a sa saison terminée puisqu'il s'est déchiré les ligaments croisés du genou pour la 2e année consécutive. Ça fait la 2e année de suite qu'il souffre de la même blessure. Voilà, c'est une info qui est sortie ce lundi après-midi. Donc voilà, il sera out pour toute la saison. Seb, on parlait du vrai niveau des Cowboys. Les Lions, ils ont battu les Chiefs lors de la première journée, ils ont perdu contre les Seahawks, et ensuite ils ont battu les Falcons, les Packers et les Panthers. On le situe où, ce vrai niveau des Lions? Est-ce que c'est finalement un vrai contender pour la NFC? Contender pour la NFC, j'ai peur que la marque soit un petit peu haute pour eux. Par contre, en tête de la NFC Nord, au vu du niveau de leurs prestations, en particulier après ce qu'ils ont montré contre Carolina, qui était une fois de plus, je reprends ce que disaient mes collègues, certes un match à gagner, mais il fallait le gagner. Moi, je trouve qu'ils sont à leur place par rapport à ce qu'ils montrent. On parlait de l'absence d'Amon-Ra St. Brown et de Jahmyr Gibbs. Je veux dire, ils n'étaient pas là, mais pas de problème, parce que David Montgomery, Josh Reynolds et Sam Laporta ont step up, et puis ça produit 377 yards au total, et ça punt seulement 2 fois dans le pardon, 2 fois dans le match. Moi, je pense qu'ils sont à leur place. Je suis quand même assez impatient de les voir à nouveau contre Green Bay. Et on avait dit qu'on aura un œil sur les Lions au début de cette saison. On va continuer à le garder, parce que je les trouve très intéressants. Je sais plus, c'est toi Yaya qui croyais pas aux Lions en début de saison? Ah oui, mais je n'y crois pas. C'est pas, non, mais c'est pas du tout un reproche. Je sais plus si c'était toi ou Bertrand qui m'avait dit qu'il y croyait pas. Le problème, c'est que depuis le décès de John Fitzgerald Kennedy, donc ça date, c'est dans les années 60 pour les plus jeunes, ils ont gagné qu'un seul match de play-off. Ça doit être en 1991. Donc comment te dire que... Et pourtant, ils ont eu des joueurs. Benjamin Bernard était à peine né. En 91 ? Ouais. Ah bon, je sais même pas. Bon, je sais pas. À peine. Est-ce qu'il avait déjà un nœud papillon ? Non. C'est la vraie question. Mais blague mise à part, ils ont tellement la faculté à choke que tu es toujours sur tes gardes. Et tu as envie que la malédiction s'arrête. Mais ils y arrivent. Enfin, voilà. Pour aller jusqu'au titre, c'est encore trop léger. Ils vont faire les playoffs cette année. Ce sera déjà une étape. Passer un tour de playoff, ce serait magnifique. Je pense que le maire de Détroit donne la journée fériée. Même tout l'État du Michigan est férié ce jour-là, quoi. On a hâte de voir ça. Et d'ailleurs, en parlant de match dans le Michigan, on aura la chance de commenter les Lions pour le match de Thanksgiving, puisque ce sera le match entre les Lions et les Packers que l'on retransmettra, enfin que l'on commentera nous en direct, puisque les images ne seront pas là, évidemment. Mais nous aurons le plaisir de commenter tout ça ensemble sur la chaîne Twitch de The Free Agent. Un succulent Lions Packers, ça va être brillant. On se régale toujours à Thanksgiving, on sait se faire plaisir. On passe aux Steelers et aux Ravens qui s'affrontaient dans un duel d'AFC Nord, plein de charme, plein de rivalité, plein de ce qu'on attend de l'AFC Nord. Hein. Généralement les Steelers Ravens se finissent toujours avec un affrontement assez viril, dirons-nous, et peu de points, souvent. Et ben là, ça a été le cas. Mais ça a quand même été le théâtre d'un sacré retournement de situation, puisque les Ravens étaient bien partis dans la rencontre. Et voilà pas qu'ils ont pris 14 points dans le dernier quart-temps.
et qu'ils ont fini par perdre le match 17-10. Arthur, est-ce que ce match-là, dans cet AFC Nord qui est très serré, est-ce que ce match-là peut finalement être un tournant de la saison? Ça peut être un tournant de la saison dans l'AFC Nord, parce que du coup, Baltimore a manqué une occasion en or de commencer sur un bilan de 4 victoires. Et du coup, Pittsburgh a réussi du coup à égaliser avec les Ravens. Donc 3-2, 3-2. Il faut faire attention parce qu'on a également des Cleveland Browns qui n'ont pas l'air si mal que ça. Faut relativiser, mais faudra voir dans le futur, et notamment face aux Niners. Mais cette AFC Nord peut être très, très, très compétitive en fonction des résultats de chacun. Donc c'est une très bonne opération pour les Steelers qui du coup prennent la tête à égalité avec les Ravens. Mais du coup, les Ravens, en plus, le match était vraiment, comment dire, il était vraiment pour eux. Ils avaient la victoire, mais ils ont mal performé. Yaya, cette victoire des Steelers, est-ce que c'est pas encore une fois la patte Mike Tomlin? Est-ce que c'est pas encore une fois cette personne qui, comme l'an dernier, je me rappelle de l'an dernier, on avait eu cette discussion, on se disait, bon, il va finir par avoir une saison en négatif vu l'effectif qu'il avait et tout. Il a réussi à les amener à l'équilibre. Encore une fois, on a l'impression, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, j'ai cette impression que il arrive à gagner même des matchs qui semblait pas vraiment gagnable, a toujours trouvé un truc pour finalement amener son équipe au meilleur niveau. Alors, comment te dire? Oui, je suis d'accord avec toi sur l'ensemble de la carrière de Mike Tomlin. Sur le match, absolument pas, les gars. J'espère que vous rigolez. Ah non, je rigole pas du tout. Non, mais le match, ils l'ont pas gagné. C'est les Ravens qui l'ont donné. Ou alors, c'est les Steelers qui leur ont fait perdre. Non, mais attends, non. Je veux bien tout entendre, mais le nombre de drops des receveurs. Non, c'est vrai. Lamar Jackson n'a pas été aidé avec ses receveurs, ça c'est clair. Il n'a pas aidé, mais moi je suis. Mais sérieux? Mais non. Je vais devenir violent, excuse-moi. Moi, je suis Lamar Jackson, je suis violence. J'appelle notre patron à nous, Charles, pour reprendre du service sur le terrain. Non, mais l'ancien receveur de La Rochelle aurait fait mieux. Non, mais attends, ils avaient la balle dans les mains. Il y a eu des drops de Zay Flowers, de Mark Andrews, de Nelson Agholor, qui effectivement étaient même pas habituels. Et il y en a notamment un dans la end zone. C'est Bateman, je crois, dans la end zone. Oui, c'est Bateman. Mais c'est pas normal, quoi. Donc, parce moi, qu'il a le ballon dans les mains. J'appelle à la barre un ancien receveur émérite. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Seb? Tu sais, comme je te l'ai écrit ce matin, le cancer des mains, ce fléau dont on ne parle pas assez. Non, oui, Lamar Jackson n'a pas été aidé par ses receveurs. Et alors, quant au résultat, ok, c'est une victoire arrachée, ok, c'est une victoire virile, c'est gutsy comme disent nos Américains. Mais moi, je le vois. Alors, un tournant dans l'AFC Nord, sans doute. Un tournant pour les Steelers, j'en suis moins sûr, parce que moi, cette victoire, je la vois comme un coup. Je la vois comme un hold-up, un chouette hold-up, hein, attention. Mais je n'y vois pas l'aboutissement d'une construction de quelque chose depuis le début de cette saison. Il faut se rappeler quand même qu'il y a en fin de match, il y a un touchdown qui arrive par le duo Pickett-Pickens, mais c'est parce que Pickett se réveille à ce moment-là. Parce que pendant tout le reste du match, il a été catastrophique. Il a été catastrophique. J'ai même pensé, parce que j'ai pas mal eu l'œil sur ce match via le Red Zone, à un moment je me suis dit, il va se faire bencher, ce n'est pas possible autrement, ça peut pas continuer comme ça. Il y a ce jeu qui est voilà, une passe qui est lumineuse, hein, qui est parfaite, où il se réveille, mais sinon c'est la défense et les équipes spéciales qui font le boulot, hein, il faut pas l'oublier, et quand c'est tes équipes spéciales qui sonnent le réveil des troupes, c'est que les choses vont mal, hein. Ils sont pas censés être là pour ça. Mention spéciale pour le safety, oui. Avec un punt bloqué qui aurait pu être un touchdown, mais bon, c'était un peu juste. Et voilà, c'est. À part ça, en attaque, c'était le néant, les Steelers.
Voilà, mais ça a été cette victoire. Cette victoire, c'est comme ce punt bloqué. C'est un coup d'éclat, ok, mais euh, on ne sait pas ce qu'on aura la semaine prochaine avec les Steelers. Et quand tu vois la semaine dernière, on pensait, parce que là, ils étaient sur l'autoroute, quoi. T'imagines? Ils auraient gagné le match la semaine dernière contre les Buccaneers. C'était l'autoroute. Et ils perdent. Absolument. Et ils se font déchirer. Et tu sais pas pourquoi. Parce que, et après, excuse-moi, on en a parlé un petit peu hier. Du côté des Steelers, ça grogne, même quand ça gagne, sur le coordinateur offensif. Je suis pas loin de penser pareil. En attaque, c'est le néant. Il y a de quoi, moi, je suis d'accord. Je suis pour que Matt Canada attends, excuse-moi, Flav. Matt Canada doit repartir au Canada. Et hop. Oui, pardon, j'aurais pas voulu enlever cette blague-là. Juste, tu as dit la défaite contre les Buccaneers, c'était les Texans la semaine dernière. Oui, les Texans, pardon. Parce que je suis assez bien placé pour savoir qui a perdu contre les Buccaneers en week 4. Oui, c'est vrai. C'est les Texans. Voilà, c'était les Texans. Mais en parlant de défaite, Baltimore, ça fait quand même 2 fois qu'ils lâchent des matchs qui semblaient plutôt à leur portée. Contre les Colts, c'est pareil. Ils avaient quand même eu multiples occasions de remporter la rencontre. Ils finissent par perdre. Contre les Steelers, ils semblaient, pendant une bonne partie du match au-dessus, ils finissent par perdre. Est-ce que finalement ce manque de constance va pas finir par leur coûter très très cher dans une division aussi serrée? Ça leur coûte déjà cher. Ils ont 2 défaites qu'ils n'auraient pas dû avoir s'ils avaient bien joué. Et 2 défaites, c'est pas anodin dans une division comme celle-là. Est-ce que c'est pas voulu? Ils font exprès de perdre? Je pense que le front office, on en parlait, c'est vous qui en parliez jeudi sur le tanking. Ils ont, je pense que le front office a voulu envoyer un message à Lamar Jackson. Ah ouais, tu veux ton gros contrat, ok, on te le donne, mais on te donne rien autour, quoi. Il est tout seul. T'es dur, hein. Je te trouve moi aussi. Wow. Pour une fois n'est pas coutume, oui, mais je trouve que Lamar Jackson, je suis désolé, il était entouré sur ce match-là. Il peut pas tout faire. Et j'ai l'impression qu'on a trop donné trop de pouvoir à Lamar Jackson du côté d'Arbo, et qu'on attend des miracles. Et que, tu vois, du côté les receveurs, notamment eux, n'ont pas fait le taf. Et puis regarde le jeu de course derrière. 48 yards au maximum pour Gus Edwards. Ouais, mais bon, le jeu de course, il est déjà amputé par les blessures. Oui. Ils ont perdu leur running back. Ben oui. Moi c'est ça. Attendez, les gars, on est les premiers à dire il y a les running backs, c'est de la chair à canon, on en change comme on en veut. On les paye pas à cause de ça. Non, mais d'accord, mais on dit pas ça, on fait un constat, Yannick. On fait un constat. Tous les running backs se valent pas non plus. Faut pas non plus déconner. Il y a des running backs meilleurs que d'autres, enfin, heureusement. Sinon, ils seraient tous payés au SMIC et puis on n'en parlerait plus. Là, quand tu me dis qu'il y a personne autour, je suis désolé, tu prends l'équipe quand même. C'est pas ridicule non plus. Prends Odell Beckham Jr., tu prends Mark Andrews, tu prends Agolor, tu prends Zay Flowers, qui est un rookie qui est tout à fait acceptable. C'est pas rien non plus ce qu'il a autour, Lamar Jackson. Oui, mais sauf qu'au moment de gagner le match, ils étaient aux abonnés absents. Oui, non mais d'accord, mais tu prends la semaine dernière, on aurait fait la même chose, on aurait parlé des Ravens la semaine dernière après leur victoire contre les Browns, on aurait dit, oh là là, c'est éclatant, ils ont pris 3 points, ils en mettent 28 ou quelque chose comme ça. Ils marchent sur la division. Zay Flowers, ouais. Il fait 5 réceptions, target 11. Oui, non mais il a droppé hier, non mais ça c'est clair. Hier, oui, mais de là aller aussi loin. On est d'accord, il a droppé hier, mais tu prends ses 4 premiers matchs, c'était tout à fait acceptable ce qu'il a fait, Zay Flowers. Oui. Hier, il a été dans un mauvais match, mais il est quand même bon. Oui, mais... Moi, je pense que franchement, dire qu'il a rien autour de lui, c'est quand même. Mais après, chacun son avis. Hein. Chacun son avis. Je respecte. Et les auditeurs se feront leur avis et nous enverront leurs remarques
Ils nous diront ce qu'ils en pensent de ces Ravens de Baltimore. Je suis en compte bloqué, je ne recevrai pas les notifications. Bah non, mais ça se trouve, il y a des gens qui sont d'accord avec toi. Hein. Moi, j'avoue, je reconnais que j'étais un peu dur. Mais sur le match, il a été abandonné. Ah oui, non, mais ça, clairement. De toute façon, c'est receveur. Hier, franchement, je suis Lamar Jackson, je suis dingue. Hein, parce que, franchement, ces stats, je les ai même pas données. Hein, c'est 22 sur 38, je crois. Quelque chose comme ça. Mais franchement. 22 sur 38, ouais. Voilà, mais ça. 36 yards et une interception, pardon. Sur 22 sur 38, tu dois en avoir au moins 5 ou 6 qui sont droppés, des ballons. Donc, il aurait pu être facilement à 30 sur 38, presque. Donc, bon, c'est pas pour lui. Et, dans le lot, il y avait des touchdowns qui empêchaient Pittsburgh de revenir. Plus qui leur mettaient la tête sous l'eau. Ouais. Plus le punt bloqué, ça fait beaucoup quand même. Prochain match, c'est contre les Titans du Tennessee, la semaine prochaine, pour les Ravens de Baltimore, avant de recevoir les Lions et d'aller chez les Cardinals de l'Arizona. Passons à une autre franchise bien en forme en cette Week 5, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Comment qualifier le match des Patriots 0 pointé. Voilà. 0 pointé pour les Patriots. Alors certes, on pourra toujours dire que la défense des Saints est une défense tout à fait capable de tenir à 0 point Tom Brady comme elle l'a fait il y a quelques années. Mais il n'en reste pas moins que là, c'était pas Tom Brady en face, c'était Matt Jones, et que c'est la répétition de ce manque offensif chez les Patriots qui commence à poser question. On rappelle quand même qu'ils avaient perdu 38-3 la semaine dernière contre les Cowboys. Ils prennent 34-0 à la maison contre les Saints. Ça commence à faire beaucoup, si bien que des changements se réclament. Bill Belichick a confirmé que Matt Jones serait le quarterback titulaire pour la semaine prochaine, le match contre les Raiders la semaine prochaine. Il va quand même bien falloir changer quelque chose, Yaya, dans cette équipe. On attend patiemment la fin de saison. Oui, enfin après, je sais pas, mais est-ce que c'était une équipe programmée pour aller titiller Buffalo? Non. Je pense que ça n'arrive pas à s'embrancher et ils ont le contre-coup du départ de Tom Brady enfin. Ils l'ont amorti. Et c'est un peu le film de la haine. Hein. Jusqu'ici, tout va bien, mais l'essentiel, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Donc, du coup, je pense que l'atterrissage est arrivé. On met tout sur le pauvre Mike Jones, mais il n'est pas le seul responsable. Il y a eu des dysfonctionnements sur l'ensemble de la franchise l'an passé. Ça n'a pas été réglé l'été dernier. Le coaching staff est défaillant. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aura des changements? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de Robert Kraft. Mais c'est pour probable. Ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Hein. Jusque-là, Robert Kraft n'a pas l'air de... Il y a eu des rumeurs tout l'été. Hein. Je rappelle, on a même fait des podcasts à ce sujet, oui. N'est-ce pas Seb? Tout. Et tu avais même dit que ça ne t'étonnerait pas que Bill Belichick ne finisse pas la saison dans un podcast. Oui. Bah, tu sais... Ah non, mais je le rappelle parce que c'est de plus en plus... Enfin, c'est une rumeur qu'on entend beaucoup. Hein. Je trouverais ça très moche, mais la réalité est là. Après, tu n'es pas dans le vestiaire, tu ne sais pas ce qui s'y passe. Donc, et beaucoup disent, alors on parlera, notre podcast de la deuxième partie de semaine qui sortira jeudi sera sur les entraîneurs possiblement en danger, les changements d'entraîneurs dans la NFL lors de cette saison. Mais juste sur Bill Belichick, beaucoup pensent que s'il devait être remplacé, comme la saison de toute façon est très mal embarquée, il le laisserait jusqu'à la fin de la saison pour proprement le débarquer en fin de saison et pas en plein milieu de l'année pour service rendu à la patrie. Et puis pour l'honorer aussi. Voilà, c'est pour pas... Voilà. Je rappelle les statistiques des deux quarterbacks des Patriots hier. 12 sur 22 à la passe pour Matt Jones, 110 yards, aucun touchdown, 2 interceptions, un rating de 30.5. Bailey Zappi, 3 sur 9, 22 yards,
aucun touchdown, aucune interception et un rating de 42.4. Arthur, faut changer de quarterback chez les Patriots, faut faire quoi? Oui, c'est pas nouveau, ça. Mac Jones, c'est compliqué. Mais après, il n'y a pas que le quarterback qui a posé problème hier. Forcément, on a le jeu au sol qui était absent. Ramondre Stevenson, 8 tentatives pour 24 yards, c'est pas beaucoup, faut pas dire rien. Franchement, j'ai pas les mots. Et ben, quand tu parles du jeu de course, Ezekiel Elliott, 8 courses, 21 yards pour lui. Seb, ils sont tombés face à une excellente défense des Saints, ou c'est juste que les Patriots sont vraiment, vraiment très, très en difficulté? Alors je veux rien retirer à la performance de ton équipe de cœur, Flav, loin de là, mais il faut bien reconnaître que du côté des Patriots, c'est un peu la misère depuis quelque temps. On va parler chiffres encore un petit peu. Les Pats, dernièrement, c'est 3 points marqués en 2 matchs, pas un seul TD inscrit depuis le deuxième quart-temps de la 3e journée. Et on voit un Mac Jones qui, alors qu'on voyait une éclaircie en week 2 ou week 3 où il avait fait des sorties qui étaient plutôt décentes, il est en train de régresser. Je veux dire, il force une passe alors qu'il est pris, qu'il est saqué. Ça se termine en pick six dans les bras de Tyrann Mathieu. Pardon, je suis désolé. Y a pas de souci. Il s'est benché pour la 2e fois de suite en cours de match. L'attaque manque de punch, la défense elle coule corps et biens. Et moi je pense, depuis le début de la saison, je pense que les destins de Belichick et de Mac Jones, ils sont liés. S'il y en a un des deux qui saute, l'autre sautera aussi. Et pour rien arranger, on a un kicker qui est pas dans une forme olympique, Chad Ryland. Il est à 50% en field goal depuis le début de la saison. Parfait. Et sur ces 2 derniers matchs, donc hier il fait un 0 sur 1, et contre les Cowboys, il fait un 1 sur 2, c'était 2 sur 4 contre les Jets. Bref, ça fait 3 semaines, sur les 3 dernières semaines, il a fait donc un 3 sur 7. Donc forcément, ça aide pas non plus, des statistiques dignes de notre ami Benjamin Bonneau, que l'on salue s'il nous écoute, le kicker des Mousquetaires de Paris. Oui. Les amis, on va parler un peu des Jaguars maintenant et du match à Londres. Les Jaguars qui ont été battre les Bills 25-20, les Bills qui sortaient d'une très grosse victoire contre les Dolphins et qui visiblement ont eu quelques problèmes d'acclimatation au climat londonien et au terrain de Londres aussi, puisqu'ils se sont plaints de la pelouse du Tottenham Stadium. Yaya, est-ce que cette victoire des Jags te surprend? Oui et non. Est-ce qu'on doit les relocaliser à Londres, les Jags? Oui. Alors, oui pour nous. D'ailleurs, Roger Goodell a fait quelques petites déclarations. Enfin, voilà, c'est très américain, ça, tout ça, de faire des effets d'annonce. Non, il y a juste une petite chose. En préparant l'émission, moi, je me suis noté, je me suis dit, oui, mais il y a une équipe qui était là depuis presque 15 jours et il y a une équipe qui est arrivée il y a 5 jours. Sachant que 1 heure de décalage, il faut 1 journée d'acclimatation. En gros, c'est ce que disent les médecins. Je pense qu'il y avait un petit peu mal donne dès le départ. Donc, pour moi, c'était un petit. Pour moi, c'est un côté un petit peu problématique. Après, les Bills ont eu beaucoup, beaucoup de mal à se mettre en route. Ils arrivent à la mi-temps à seulement 4 points de mémoire sur un 11 à 7. 11-7, ouais. Voilà. Après, sur le reste, ça a été assez pauvre. Ils ont eu beaucoup de mal à se mettre en route. Hormis Stephen Diggs, il n'y avait pas grand-chose. Donc, c'est compliqué, quoi. Et puis,
Voilà. Ouais, après, il n'y a pas lieu de s'inquiéter du côté de Buffalo. En revanche, côté Jacksonville, c'est un statement quand même. On pensait que ça ronronnait en début de saison. Ils vont gagner 2 matchs d'affilée à Londres. Ils se remettent bien. La défense a bien tenu, à part la fin de match qui commençait à être un petit peu échevelée. Mais après, ça a été plutôt très correct. On s'y connaît en échevelure. On est spécialiste de l'échevelure. Oui. C'est notre grande force. Seb, est-ce que c'est le match référence pour les Jaguars de cette victoire contre les Bills? Match référence, sans doute, puisqu'ils ont encore connu un début de match difficile. Il y a eu beaucoup de passes droppées. Je crois qu'ils en sont à 10 cette saison et ils sont premiers de la NFL dans ce domaine. Non, c'est pas Baltimore, Yannick. Ils prennent 8 pénalités. Trevor Lawrence qui fait 2 fumbles dans le territoire des Bills. Mais ils ont une défense qui a fait le travail, qui a limité Buffalo à 20 points alors qu'ils étaient sur une moyenne de 41 par match. Ils ont forcé 6 punts, ils ont limité le temps de possession des Bills. Je crois que le temps de possession il est de moins de 22 minutes pour Buffalo et ça a permis de libérer l'attaque et en particulier Travis Etienne qui était très en forme parce que 132 yards de touchdown quand même. Et puis Calvin Ridley qui a torturé ce pauvre Kyle Elam pendant toute la soirée, cette réception et 122 yards. Alors, je pense que Jacksonville, ils n'ont pas retrouvé le mojo de la saison passée, mais là, ils ont quand même fait une belle prestation contre une des top teams de l'AFC, et je pense que c'est rassurant pour eux. Complètement. Est-ce que Arthur, du coup, avec cette victoire, à tes yeux, il repasse comme favori de l'AFC Sud, une AFC Sud qui est, mine de rien, plutôt disputée? Alors, c'est compliqué à dire, mais je pense, de toute façon, on aura la réponse dimanche. Ce dimanche, ils affrontent les Colts dans le duel de division et c'est les deux qui sont dans un bilan positif, enfin, qui ont le meilleur bilan. Donc, après, j'ai quand même envie de dire que vu ce qu'ils nous ont pondu là, ils sont quand même, ils repartent quand même favoris, mais attention à pas s'emballer trop vite. Sinon, j'ai trouvé la défense des Jaguars plutôt intéressante, notamment en début de match. Ils ont réussi à parfaitement limiter Josh Allen et ses receveurs. Le jeu au sol n'était pas vraiment existant non plus du côté de Buffalo, pour pas dire pas du tout. Donc, match de référence juste pour la défense. L'attaque, il y a encore des choses à améliorer, mais les Jaguars sont plutôt pas mal. Donc, je vais lancer une pétition pour les relocaliser à Londres. Les London Jaguars. Ce sera une bonne chose. Il y a Matt Milano, la mauvaise nouvelle pour les Bills, c'est la blessure pour toute la saison de Matt Milano qui va donc en défense, qui ne rejouera plus de cette saison 2023. C'est quand même un très 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 gros nom dans l'escouade défensive des Bills qui a été perdu hier. Oui, moi hier. Juste une chose, les membres de Buffalo ont incriminé le turf. Je t'avais fait une passe décisive sur le turf en te lançant, mais j'ai vu que tu n'avais pas pris la balle au bon. Non, non, le ballon a rebondi du mauvais côté. Mais oui, encore une fois, les terrains sont au centre de l'attention. Ouais. Après, on dira que le terrain était le même pour les deux équipes. Oui, mais c'est sujet à blessure, c'est ça. Ah non, mais clairement, et on l'a vu encore hier dans le match des Vikings, le Vikings Chiefs avec Travis Kelce qui glisse, qui a failli se faire une blessure au pied assez sérieuse. Justin Jefferson, c'est les ischio-jambiers, pareil, en glissant aussi. Bref, c'est sûr que de toute façon, les terrains NFL, on n'aura pas fini d'en parler tout au long de cette saison 2023. Les amis, avant de refermer le podcast, on fait comme d'habitude vos coups de cœur de cette semaine 5. On commence par Arthur, le petit jeune. C'est comme au jeu de société, c'est toujours le plus jeune qui commence en premier. Alors, comme ça, je ne ferai pas voler mon idée, c'est le fifth leader des Lions. Avec le touchdown de Sam Laporta. Ouais, exactement. Franchement, c'était beau à voir. J'ai bien exécuté.
C'est bien. Et puis Seb, ça a dû lui faire plaisir, il s'y connaît en flip-flicker. Chez les 49ers, voilà. Oui. George Kittle, j'en ai parlé d'ailleurs, en conférence de presse. Il a dit qu'il avait particulièrement apprécié l'exécution. Toi, mon Seb, c'est quoi ton coup de cœur de la semaine? Bien évidemment, pour moi, c'est le flip-flicker des 49ers, précisément. Eh ben voilà, bah oui. Voilà. Oui. Tu penses bien que celui-là, je n'allais pas le laisser passer. Forcément. Mon Yaya, toi, c'est quoi? Alors moi j'en ai deux. Ah, moi j'en avais 3, mais attends, j'ai perdu le troisième. Alors vas-y. Alors moi, le premier, c'est une petite dédicace pour Seb. C'est George Kittle qui, à la fin du match, a montré le t-shirt qu'il avait, sous son maillot. Avec marqué avec un gros marqué Fuck Dallas. J'ai trouvé ça mais tellement fabuleux. Donc c'est officiel, hein, George Kittle est mon joueur préféré. C'est un excellent choix, Yannick. Oui, et je suis à 2 doigts d'acheter le même t-shirt que lui. Non, blague mise à part, une fois n'est pas coutume, ce sera le pick six de notre ami Giant, qui est le premier touchdown marqué par les Giants en première mi-temps. Les Giants, qui sont à peu près la seule équipe à tenir la dragée haute aux Patriots en termes de médiocrité. Donc, et quand je dis médiocrité, je suis sympa avec les deux. Donc voilà. Alors moi j'en ai 2, mais je vais en faire un peu comme toi, un sérieux et puis un plus amusant. J'en avais 3, mais je crois que le troisième c'était Alvin Kamara qui a battu le record de touchdown chez les Saints hier. Plus intéressant, CJ Stroud quand même qui fait 186 passes sans interception, c'est le nouveau record en NFL pour un rookie, pour un joueur qui débute sa carrière en NFL. Il a battu le record précédemment détenu par Dak Prescott qui était à 176 passes complétées sans interception. Il en est donc à 186. La série s'arrêtera évidemment la semaine prochaine contre la défense des Saints, mais jusque-là, il a quand même réussi et c'est quand même un bel exploit. 186 passes, c'est tout de même plutôt sympathique pour notre ami CJ Stroud, hein, malgré la défaite des Texans contre les Falcons d'Atlanta. Crève-cœur cette défaite, d'ailleurs, excusez-moi, mais... De quoi ? Pour moi, c'est un crève-cœur cette défaite. Il a emmené un beau dernier drive en plus, hein, CJ Stroud. Ouais. Et puis bon, faut voir sans vouloir porter offense à personne. Pour le coup, il est pas super bien entouré non plus. On peut pas dire qu'il ait une escouade incroyable autour de lui. Franchement, il fait un très très beau boulot chez les Texans de Houston. Et un petit peu plus amusant, le field goal de Matt Prater, l'extra point même de Matt Prater des Cardinals contre les Bengals. Alors je sais pas si vous l'avez vu, les amis, mais si vous l'avez pas vu, il faut faire le rattrapage parce que là. Vous tapez sur Google ou sur Twitter, enfin sur X, Matt Prater extra point, il a quand même réussi à rater le filet de protection, le mec. Il a loupé le filet de protection. C'est-à-dire qu'il l'a mis tellement à gauche des poteaux qu'elle est partie direct dans la tribune, quoi. C'est fort, hein. C'est un extra point, hein. C'est fort. Alors, nos amis de la Fox étaient en train de nous expliquer que le lacet du ballon était mal positionné, ce qui avait occasionné une rotation du ballon qui faisait que il l'a complètement foiré. J'ai rien contre Matt Prater. Très important le lacet dans le. Bien sûr. Non mais bien sûr. Alors visiblement c'était un nouveau holder chez les Cardinals et il aurait mal positionné le ballon. Ceci étant dit, sur les 2 premiers touchdowns, ça n'avait pas posé de problème. Mais alors franchement, allez regarder cette merveille d'extra point de Matt Prater. C'est un régal. Beaucoup se sont amusés en disant que c'était comme quand tu ratais un coup de pied à Madden et que tu la mettais complètement à côté. C'est clairement ça. C'était un petit peu la même idée pour notre ami Matt Prater, les Cardinals qui se sont inclinés face aux Bengals de Cincinnati dans cette Week 5. Les amis, merci beaucoup pour votre pertinence, votre expertise, toujours appréciable. On se retrouve pour un nouveau podcast jeudi et on parlera donc des entraîneurs en danger. On parlera de qui on va parler, de Matt Eberflus, de Bill Belichick, pourquoi pas de Sean Payton, même si apparemment il est pas en danger, mais on va quand même en parler. Tiens, on n'a pas parlé de Sean Payton et Nathaniel Hackett, les Broncos contre les Jets. On aurait pu en parler aussi. Bref, nous en parlerons jeudi de tous ces coachs qui possiblement pourraient ne pas voir la fin de la saison 2023.
En attendant ce podcast de jeudi, on vous souhaite à tous une très bonne suite de semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt sur les antennes de TF1. Salut. Ciao. Ciao, bye. Salut tout le monde.